Nous, on s'est pas dit on est l'exécutant de Facebook, on s'est dit on joue chez Facebook. Et donc en fait, t'enlèves tes chaussures, et tu t'assois à la table et tu mets pas tes coudes sur la table, quoi. Lui, c'est Maxime Barbier et toute sa carrière s'est faite avec et sur les réseaux sociaux. Il a créé Minute Buzz et pendant des années, Minute Buzz, c'était des centaines, c'était des millions de vues sur Facebook. Justement, dans cet épisode, on va parler de sa relation tumultueuse avec ces plateformes. Nous, on a eu l'adbreak sur Facebook et je dis c'est quoi ? Il me dit on va mettre des pubs que si les vidéos elles font plus d'une minute. Et tu vas être rémunéré uniquement si les gens regardent la pub et vont après la pub. De pourquoi Minute Buzz a été racheté par TF1. 2016, nouveau PDG à la tête de TF1 qui arrive en disant le digital c'est le futur, il faut qu'on se digitalise à fond. Nous, on vient de fermer notre site, on fait un ramdam de ouf dans les réseaux. On commence à se rencontrer. Et comment ça s'est très mal terminé. Mardi, on est convoqué. Nous, on pensait qu'on allait être félicités parce qu'on faisait des putains de chiffres. Et en fait, non. Et genre du jour, vous dégagez. Donc, comme beaucoup de médias, Minute Buzz a été porté par les réseaux sociaux, mais ça, c'était au début, jusqu'au jour où ces mêmes réseaux sociaux lui ont attrapé le col. Et en 2018, j'ai Facebook qui m'appelle. Il me dit ouais, ça va secouer un peu en janvier. Prépare-toi parce que quand tu dis changement d'algo qui arrive et tout. Mais aujourd'hui, Maxime est à la tête de TimeLeft, une app présente dans 200 villes qui te permet de faire des activités avec des inconnus, genre aller au resto, aller courir, aller boire un verre, rencontrer des gens dans la vraie vie. L'idée, c'est de montrer la vie sociale de tes amis, mais dans une optique que tu participes aussi à cette vie sociale, tu vois. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas vocation à faire un feed. Mais une app dont le concept, c'est de se faire des amis et discuter avec des inconnus, ça donne envie de poser une question. C'est quoi un réseau social ? Et posons la question directe, est-ce que TimeLeft, tu considères ça comme un réseau social ? Alors c'est marrant que tu me parles de ça parce que le but c'est qu'on devienne un réseau social, mais on ne l'est pas aujourd'hui. Ouais. Non, on est une app sociale, une app fonctionnelle pour l'instant qui te permet en un clic de te retrouver demain soir avec des gens autour de toi. Mais le but c'est de transitionner vers un réseau social. Donc pour toi c'est quoi un réseau social ? En 2026, parce que la définition peut changer aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Le réseau social, à la base, c'était un endroit où tu retrouves des informations sur les gens que tu connais. Et ça a migré vers quelque chose d'autre, qui est aujourd'hui Facebook plutôt, ou même Instagram, c'est plutôt des médias et du contenu influenceurs et autres. Et nous, on veut aller vers quelque chose où, justement, tu ouvriras TimeLeft pour savoir ce que les gens que tu connais font et tu pourras ensuite aller les retrouver. Donc, l'idée, c'est d'aller vers ça. Tu as une petite boule devant toi, donc c'est histoire de mieux te connaître, parce que ma théorie est... Alors, je la connais pas par cœur, mais... Dis-moi comment tu utilises une application et je saurai qui tu es vraiment. Donc tire une petite boule, j'enlève celle-là pour ne pas faire... doublon. Voilà. 25. Facebook, comme par hasard. C'est quoi ton utilisation aujourd'hui de toutes ces plateformes dites sociales ? Est-ce que tu y vas ? Ouais, je passe 1 heure par jour sur Instagram, encore. C'est un truc que j'essaie de combattre, mais non, j'ai eu en moyenne 1 heure de temps passé sur Instagram et c'est ma pause détente. C'est de l'Instagram, du Reel, et on a des conversations avec des potes où on s'envoie des vidéos un peu à la con. Et ouais, c'est 5 minutes par-ci par-là, mais cumulé à la fin de la journée, ça fait quand même 1 heure. Donc Instagram beaucoup, Facebook, j'y mets plus les pieds, sauf quand je retrouve une vidéo de toi et moi il y a 10 ans. Et WhatsApp, fonctionnel, très classique. Tire une autre petite boule. Une autre petite boule, hop là, allez, non, c'est comme ça. Dans l'autre sens, tu vas voir, ça, et hop, elle tombe dans la... numéro 5. Qu'est-ce que j'ai Mapster, c'est quoi ton rapport avec la notation, le fait de noter des restos? Est-ce que tu es un maniaque et tu notes tout ce que tu fais? Ou est-ce que tu laisses faire? Tu donnes plus ton avis? J'adore les choses mesurables et j'adore les chiffres, donc j'aime bien le système de scoring, notation. Je trouve que ça permet de tirer un écosystème vers le haut. Et je trouve très bien que des millions de personnes mettent des notes sur les restaurants, mais moi personnellement je n'ai jamais mis une seule note sur un restaurant. Tu profites quoi? C'est une très bonne question. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est pas un... Moi je pourrais pas te dire pourquoi en fait. Je pense que j'ai pas le temps après le restaurant de me dire je vais mettre une note. Je trouve que c'est un vrai effort. Et les seules fois où j'ai envie de mettre des notes, c'était plutôt des notes négatives. Et quand on sait l'impact que ça a, un Google Review sur un restaurant, je me dis bon, passons. Et en fait, j'y reviendrai pas et ça suffit. C'est le prix que va payer le restaurant de pas me revoir. Mais non, je mets pas de notes. Je sais pas pourquoi. En tout cas, sur un restaurant, non. Sur Uber, oui. Sur Uber Eats, oui. Sur certains trucs de voyage ou des choses comme ça, je peux. Sur TimeLeft, oui, je le fais. Mais sur les restaurants, non, je le fais pas. Ok, mais si tu le fais sur Uber Eats, c'est les restos qui prennent.
Oh, mais j'ai toujours 5 étoiles. Donc, Ouais. Trop positif, moi, vraiment, j'aime tout le monde. Même si le repas est horrible, qu'ils ont tout oublié. Non, mais en vrai, le problème du scoring, je trouve, c'est que généralement, c'est très bien ou pas bien. Quand c'est au milieu, tu mets rien, et quand tu mets soit 5, soit 1, et quand tu mets 1, ouais, je sais pas, il y a un côté un peu dur de mettre 1. T'as connu, je pense, cette époque où sur Dailymotion, à l'époque, et YouTube, il y avait le système d'étoiles, où c'était des notations, tu pouvais noter les vidéos de 1 à 5 étoiles. Ah ouais? Est-ce que... Ouais, t'es plus vieux que moi, parce que moi, j'ai pas connu ça. Hein. Ah bah T'es pourtant, sûr c'était... Ah ouais, mais c'était l'époque. Dailymotion Minute Buzz. peut-être, mais pas sur YouTube. Sur Si, YouTube aussi, tu pouvais mettre 5 Ok. étoiles. Et après, progressivement, c'est passé au système de like-dislike. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que tout le monde mettait soit 5 étoiles, soit 1 étoile. Quoi. Donc au bout d'un moment, c'est un like et un dislike. Bah, le Et pire, c'était Hot or Not aux US. T'as pas connu, tu te souviens pas de ce truc-là dans les années 2000 et quelques, 2005 quand tu pouvais noter des gens, et tu notamment mettais des ta meufs. photo et tu mettais ta photo et le sexe opposé te mettait une note de 0 à 10 Ah non, j'ai pas connu ça. et c'est monté très haut. On est d'accord que c'est ça qui a plus ou moins lancé Facebook. Mais Enfin, c'est devient de là l'expression aux US quand tu dis c'est une 7 ou c'est une 6 ou c'est une 8. Tu vois, les Américains ils se disent ouais, yesterday I met a 7. Ça vient de là, de ce. Ouais. De... Il y a même des vidéos, toujours, ils vont dans la rue, ils font est-ce que toi tu te notes de 1 à 10, tout le monde se met moi 9 à 10, ils prennent une photo de la personne, ils vont faire noter la personne par la personne d'après. Ça, et tout. j'ai vu, ouais. Bon, les US quoi. Je te demande de réagir à ma take. Donc c'est vraiment un avis que j'ai sur quelque chose, Généralement désastreux. généralement désastreux. Le but c'est que je vais clipper ça, le mettre sur les réseaux et me faire Créer un Moi- maximum d'indignation. voilà, me faire insulter ou pas. Même si je suis d'accord avec le constat qu'il faut recréer du lien social, qu'il faut lutter contre l'isolement, je pense qu'à la fin, c'est les plateformes qui vont gagner. On a mis 3000 ans, même 10 000 ans à dire que l'alcool c'était un peu nocif. On a mis 100 ans à dire que les cigarettes c'était un peu nocif. Je ne vois pas quelle politique peut prendre une mesure en disant les plateformes style Facebook, etc., il faut les arrêter parce qu'elles brisent le lien social. Et je crois encore moins à l'autorégulation de ces plateformes. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes pessimiste? Tu veux comme dire moi qu'en fait, l'idée, c'est qu'un jour, ils vont se prendre va y avoir les mêmes campagnes qu'il y a eu contre le tabac, mais contre les plateformes? Mais ça arrive, enfin, c'est en train d'arriver. Là, Facebook et YouTube ont perdu leur procès il y a pas longtemps sur le fait qu'ils ont été prouvés que c'était addictif et qu'il fallait les réguler. En Espagne, il y a des pays qui commencent à mettre des régulations pour interdire les réseaux sociaux à moins de 14 ans. Australie, notamment. Des régulations qui vont être faites par les États comme l'alcool ou comme la cigarette. Tu pourras bien sûr tout de suite continuer à fumer et à boire, sauf que quand tu iras sur peut-être Facebook, il y aura marqué attention, l'abus de réseau social tue. Ouais, mais là, tu fais face à une industrie qui a tellement d'argent. Oh, l'alcool, ça a pas Ouais, mal ils avaient un peu de d'oseille, pognon quand même. Hein. Ah la cigarette, enfin, La cigarette, toute c'est proportion sans pire, gardée, je ouais. pense que la Marlboro, il y a 50 ans, ça devait être une industrie extrêmement puissante à l'époque, et autant que Facebook aujourd'hui, toute proportion gardée. Et bien sûr, tu pourras pas empêcher les gens d'aller sur Internet, mais c'est sûr qu'il va y avoir une régulation. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Sur la naturellement, il puissance y a un déclin de l'alcool, Ouais. comme naturellement, il y a un déclin de la cigarette, et je pense qu'il y a aussi un naturel déclin des réseaux sociaux. Il y a plein d'initiatives qui sont lancées aujourd'hui pour t'aider à t'isoler. Là, j'ai un pote qui a acheté le truc où tu t'appuies et ça bloque tout Internet dans un C'est le bloc. brick. Voilà, Ouais. brick. Il y a les retraites, tu sais, complètement déconnectées. La Offline Club aussi, que je connais, qui marche très bien, où ils font des trucs où pendant 2 heures, tu vas dans un parc et tu fais rien d'autre que lire. Il y a plein d'initiatives qui sont en train d'essayer de t'aider à te déconnecter, en tout cas. Ouais, mais est-ce que c'est pas un truc de gens très bourgeois, riches, d'avoir le temps de se dire qu'il y a un problème avec cette addiction? Comme ne pas boire d'alcool, c'est quand même une position où tu as quand même enfin, tu veux sortir de l'addiction, donc tu as quand même une réflexion. J'ai peur que tous ces mouvements ne touchent qu'une classe sociale qui soit très élevée et que tu vas avoir du mal à... Peut-être. Après, c'est comme le manger sain. C'est sûr que le manger sain, c'est un sacré budget et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Après, la question, c'est pourquoi tu bois l'alcool en première instance. Si tu bois l'alcool pour oublier la situation dans laquelle tu es, bah, c'est sûr que c'est compliqué de t'en sortir. Et les réseaux sociaux, malheureusement, c'est accessible. Enfin, eux, leur but, c'est d'être dans la main de tout le monde. Donc, en fait, ils sont partout. Et donc, je pense même qu'à un moment, ils vont sponsoriser des trucs pour que ça soit encore plus partout, tu vois. Ce qu'on voit déjà avec ce qu'on a évoqué dans tout le premier épisode, c'est que les réseaux sociaux évoluent en plateforme de médias et les formes changent et sont tentaculaires. Aujourd'hui, Facebook n'a pas que Facebook, c'est aussi évidemment les plateformes, mais c'est aussi, mine de rien, une messagerie. Je ne serais pas surpris qu'ils finissent par acheter des studios également de cinéma pour se diversifier, de la même manière que Apple fait des séries, de la même manière que Amazon a racheté la MGM, des trucs comme ça, quoi. Donc je ne serais pas surpris qu'effectivement il y ait de la diversification pour que ces boîtes-là conservent leur influence, mais qu'effectivement
il y ait des régulations qui rentrent dans le game et qui limitent, en tout cas qui encadrent leur... Enfin, si on veut rentrer un truc un peu clivant, il y a pire que les réseaux sociaux. Il y a ce qui est en train d'arriver avec l'AI, le fait qu'on est en train de donner une partie de notre cerveau et de notre pouvoir à tous ces logiciels qui font des choses à notre place. Moi, je le vois dans mon rôle de CEO. Claude, que tout le monde connaît maintenant, Claude Cowork, c'est comme si j'avais une main invisible qui guidait mes choix, quoi. Comment tu t'en sers, justement ? Je m'en sers. Avant, j'utilisais ChatGPT. Maintenant, Claude a quand même monté le game drastiquement sur les derniers mois en permettant d'avoir des connecteurs à tout plein de choses que ChatGPT n'a pas. Et donc, c'est un outil pour moi de connecter des points. C'est-à-dire, quand j'ai un sujet un peu complexe, je lui mets plein de choses, donc des transcripts de réunions, des pensées à moi, des contenus, des PDF, et je lui demande de m'aider à naviguer à l'intérieur de ça pour me faire ma pensée. Et après, je l'utilise comme une critique. C'est-à-dire, souvent, je lui dis qu'est-ce que tu penses de ça, j'ai envie de répondre ça, et ça me permet de me challenger moi-même. Et je consomme beaucoup plus de choses grâce à cet outil aussi. Tu arrives dans une thread Slack, il y a je sais pas trop de trucs, tu n'arrives pas à lire, tu prends ça, tu copies-colles, voilà. Je débarque dans ce truc, juste résume-moi ce que je dois savoir et tout. Mais maintenant, on a des vrais sujets où là, j'ai une de mes leaders qui m'a dit hier, elle m'a dit, écoute, quand tu me parles sur Slack, tu m'énerves un peu, et quand on se voit, c'est quand même plus fun. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que toi, tu parles avec Claude, moi, je prends ton message que tu as écrit avec Claude, je le donne dans Claude m'aide à le réaliser, il me donne un message, et tu vois. Et j'ai vu la dernière fois, on avait un truc, et je lui dis à mon pote, je dis, mais on n'aurait jamais pu se dire ça en vrai. C'était des belles phrases, et tu vois ce que je veux dire? Cher Maxime. Non, t'as un phrasé, voilà, c'est pas forcément diplomatique, mais c'est plus intelligent qu'on est. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est sophistiqué. On est sophistiqué, mais ça perd de son naturel. Et à la fin, c'est trop. Enfin, on parle la même langue, mais sans variation de ton. Et t'as l'impression effectivement que t'as un brouillard un peu d'intermédiaire qui est là. Tu le sens au bout d'un moment quand le mail que tu reçois a été rebossé par une IA parce qu'il est trop propre. Alors qu'avant, t'as des imperfections de langage qui existent dans ces messages. Ouais, et puis surtout, t'es quand même orienté. Quand tu demandes à Claude de te demander, tu demandes l'avis à Claude, il t'oriente quelque part. Ouais. Toutes les IA, ont parce qu'il a été prouvé il n'y a pas longtemps où le ChatGPT est là pour te pousser dans le sens dans lequel tu vas déjà, quoi. Exactement. En même temps, tu lui poses un peu la question pour qu'il aille un peu dans ton sens. Tu dis, moi je pense que, qu'est-ce que tu penses que... Je sais pas, j'ai trop peur qu'il soit méchant avec moi. Maintenant, tu vois, mais c'est tout le problème. Demain, tu vas avoir un pote, tu lui dis j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Même si t'as envie d'avoir une validation de ton pote, si ton pote il pense que c'est une idée de merde, normalement il est censé dire c'est une idée de merde. Alors que Léa, il va te dire c'est cool. Enfin, on va trouver des raisons pour que, tu vois. T'as pas vu, il y a quelques années où le mec il pensait avoir découvert un problème dans un théorème connu, et il avait poncé le truc, et à la fin il était allé dans les médias dire j'ai trouvé. Et en fait, non, c'est juste pas du tout, quoi. Revenons dans le passé. Facebook, c'est arrivé en 2007 à peu près. C'était quoi ton utilisation d'Internet avant Facebook? Ça m'a pas mal aidé dans mon premier job qui était promoteur de soirée, et j'ai été dans les premiers, je pense, à avoir été bloqué à 5000 amis. À l'époque, tu pouvais être bloqué à 5000 potes, et je m'en servais comme outil de communication. Et il y avait la fonction événement dans Facebook, et quand ça a débarqué, et qui était un truc assez lunaire à l'époque, parce que quand les gens ils disaient je viens, ils venaient vraiment, et donc c'était un vrai outil de com. Et en fait, c'était une sorte de flyer digital. Après Facebook, c'était compliqué de créer des trucs en ligne, et ça nous a permis de pas mal développer ça. Et donc, j'ai utilisé cet outil pour faire la promotion d'événements. Et Minute Buzz, d'où t'es venue l'idée de créer ça? Noël 2009. Putain, 15 ans. 15 ans. 15 ans, bientôt, ouais. Noël 2009. Je suis à Noël en famille. Ma tante est journaliste, et on parle de médias. Et elle me dit, on parle de télé. Et on parle de TF1, funny, c'est funny. Et je dis, putain, mais la télé, c'est nul, les médias, c'est nul, et c'est que des mauvaises nouvelles. Je dis, regarde le JT TF1, tu vois le JT TF1, l'entrée du JT TF1, tous les soirs, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une deuxième mauvaise nouvelle, et à la fin, ils te mettent un petit truc sympa sur nos campagnes et dans les countries, tu vois, dans ce qui se passe. Et j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas un journal des bonnes nouvelles? Et donc, l'idée de Minute Buzz à la base, c'était pour relayer les vidéos drôles que je trouvais sur YouTube. Et c'est vrai qu'au début, vous étiez que curateur. Genre, 100% curateur. Et toi, dans ta vie personnelle, je me rappelle de cette conférence qu'on a fait ensemble, cette table ronde en 2016. Ça m'avait choqué parce que tu avais un mec qui te filmait, qui te suivait et qui te filmait. Et je me rappelle t'avoir dit un truc du genre, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire un film de ta vie? Et toi, tu m'as dit, aujourd'hui, ça paraît anecdotique parce que tout le monde le fait. Tous les CEO, tous les directeurs d'entreprise le font. Et tu me disais, si je sors une phrase cool, si je sors un truc, je pourrais l'utiliser sur les réseaux. Moi, je lui ai dit, ok, super.
vraiment, mais limite moqueur, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, j'aurais aimé. Là, il y a plein de caméras, mais tu vois qu'il y a un cadreur qui te suive pour te sélectionner tes meilleurs moments de ta vie. T'as été un précurseur là-dessus quand même. Qu'est-ce que ça t'a apporté de surcommuniquer sur ta vie professionnelle? On parle du format Dailymax notamment. Ouais, c'est le format le Dailymax, qui est une copie du Dailyvee, le format de Gary Vaynerchuk, le mec un peu connu aux US, qui a fait ce format-là. En fait, je suis en 2016, je suis dans mon apogée de ma gloire. Tu vois, on ferme notre site, on commence à avoir des millions d'abonnés, je vends à TF1, je me dis, bon, c'est quoi le next step? C'est de travailler mon ego. Et je découvre ce mec-là qui, en fait, a créé un format, c'est Document Don't Create. Il s'est dit, t'as pas besoin de réfléchir à faire du contenu, ta vie est contenu, en fait. Et il dit, si tu filmes 100% de tes journées, il y aura un truc bien dans le lot, tu vois. Je me suis dit, bon, ok. Donc, je fais le premier format, moi, à l'iPhone. Donc, je me filmais à l'iPhone et tout, c'était un peu chiant. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, vas-y, next step, quoi. Et donc, j'ai embauché un mec qui me suivait du matin au soir. Donc, il m'attendait au bureau, il mettait micro-cravate et il me suivait. Donc, dans les meetings, dans les réunions et tout. Donc, 2016, pas super bien reçu par les gens. Moi, j'étais là, mais si ça va. Bon, quand on a commencé à me traiter du Kim Kardashian de l'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, c'est pas la meilleure référence. Et non, je prenais beaucoup. En fait, il y a une sorte de polarisation qui s'est créée autour de moi où j'avais des gens qui trouvaient ça génial et qui voulaient absolument bosser avec moi, par exemple, mais j'avais aussi beaucoup de gens qui se foutaient de ma gueule. Et après, ça a dégradé aussi ma relation commerciale où mes commerciaux me disaient, mec, t'es une risée en agence, tout le monde se fout de ta gueule, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'était assez violent. Ah et donc, j'ai arrêté le format, tu vois. Et même TF1, parce que après, j'ai vendu à TF1, TF1, ils ont dit, gars, t'es gentil, mais tu fais un peu gogol, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de pression pour que j'arrête, ouais. Et j'ai arrêté mi-2017. Et quelques années après, c'est devenu le truc de billing public, tout le monde se filme, etc. Mais ce que ça m'a appris plusieurs choses. Un, ça m'a appris à visualiser du contenu autour de moi. Et donc, comme j'avais une obligation de faire, c'était 10 minutes de vidéo YouTube du lundi au vendredi tous les jours. Et donc, tu dis, putain, à la fin de la journée, faut que j'ai dit un truc, tu vois. Et donc, au début, bah, tu galères un peu, donc tu forces le trait. Et après, tu commences à voir des typologies de contenu. C'est comme s'il y avait des espèces de scripts autour de toi qui... Benoît, attends, viens, on parle 2 secondes. Tu peux me raconter ça parce que j'ai rien à dire aujourd'hui. Donc peut-être toi, tu te rends compte aussi que les gens ont aussi des histoires et donc t'es pas obligé de reposer tout sur toi. Tu peux reposer sur les interactions que t'as, un peu comme les podcasts en fait. Tu vois, là, on n'a pas scripté ce qu'on est en train de se dire et ça sort tout seul. Ouais. Et l'autre chose, c'était d'être à l'aise à la caméra. Quand même ça me sert aujourd'hui quand même pas mal. Quand t'as un Gus qui te suit, tu vois, tous les jours, au bout d'un moment, t'oublies la caméra, t'es à l'aise à la caméra, et puis t'as beaucoup de spontanéité. Tu vois, il dit Max, on n'a pas grand-chose à dire, raconte-moi un truc. Allez, productivité, et boum, tu pars. Et donc, tu vois, on parlait de timeline juste avant, c'est une sorte d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être une centaine de vidéos de 10 minutes sur moi. Donc, à la fin, bah, t'as 100 vidéos de plus qu'un mec qui en a jamais fait, quoi. C'est vrai. Pour parler de Minute Buzz et de ton rapport au réseau, en 2016, donc, tu kills ton site. À peu près 2016, ouais. Nous, à Topito, on rigole. On dit il quitte son site parce qu'il a plus de trafic. Ouais. Il parce que nous, on était à 1 million par jour. C'est vrai que nous, on faisait des stats. Ouais, nous, ça chiffrait. Et à ce moment, quand tu fais ce move, est-ce que tu te dis c'est un gros coup de poker et je sens que ça va mal finir, ou est-ce que tu t'es dit l'avenir est là? On a fermé le site en septembre, je crois, 2016, et ça a été après 4 mois de discussion et de préparation. Et ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'ai vu l'explosion des vidéos Facebook. Ouais. Et qui était un truc en 2016. Avant, il y avait des vidéos YouTube et Facebook a sorti son player. Et là, j'ai vu des gens qui faisaient un truc que je trouvais dingue. Ils ripaient des vidéos YouTube. Donc, et ils les mettaient sur Facebook. Et Facebook, à l'époque, il n'y avait pas de problème de droit d'auteur, tu vois. Et j'ai vu des mecs qui faisaient des millions de vues, tu vois. Et je me suis dit, putain. Et on a commencé, nous, à poster 1 ou 2, 3 vidéos. Et ça a aussi commencé à faire 100 000 vues, 200 000 vues. Puis, tu vois, on a commencé à avoir quelques petits buzz. Et je me suis dit, attends, il se passe un truc. Et je me suis dit, l'avenir, il doit être vidéo, je pense. Et donc, je me suis dit, on va aller à fond là-dedans. Et on n'avait pas d'actionnaire à l'époque. Donc, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et aussi, je consultais moins mon site, moi, en tant qu'utilisateur. J'allais moins sur mon site. Ça me faisait chier de lire des articles. J'avais qu'une envie, c'était de voir des vidéos. Et donc, on s'est dit, bah, vas-y, on va faire all-in, qui était un peu ma stratégie à l'époque de faire des grands coups de volant. Un peu moins maintenant, mais payant. Après, gros risque, hein, je t'avoue. Oui, parce que... t'as pas dû dormir très sereinement pendant tous ces 4 mois. En fait, notre business model à l'époque, c'était quand même... Ah aussi, il y a un truc qui nous a aidé quand même, c'est que notre business model était quand même très brand content déjà. Alors, on faisait pas des millions de chiffres d'affaires, mais c'était peut-être 80% brand content et 20% banner et trucs comme ça. Et donc, si tu veux, on s'est dit, le business model, on peut quand même le décaler en vidéo sur Facebook. C'est toujours la même chose. Tu crées un contenu, tu garantis des vues. Tu crées un contenu, tu garantis des vues. Donc, on était un peu préparés. Donc, on a quand même eu 2-3 clients qui nous ont dit, ouais, on est chaud pour vous acheter des vidéos sur Facebook. Si ça fait 200 000 vues, allez-y, quoi. Parce que tu dis un truc dans une interview, il faut comprendre qu'on n'est pas chez nous. En fait, on est chez Facebook. Ça, est-ce qu'à l'époque, tu avais cette réflexion de dire, en fait, je vais donner
ma vie à cette boîte ou est-ce que cette réflexion, tu l'as eu qu'après? Non, ça j'avais complètement oublié ça, mais c'est un super. Ça a été game changer pour Minute Buzz parce que quand on a commencé à faire ça, il s'est passé plusieurs étapes entre 2016 et 2018 et même 2020. Donc on a fait ce truc-là et là on s'est dit mais attends, mais Facebook le vent il pousse dans notre sens quoi. On est passé je crois de 200 000 abonnés à peut-être 5-10 millions d'abonnés très rapidement. On a fait des millions de vues. On a fait une vidéo qui avait fait je crois à l'époque 80 millions de vues sur Facebook et on avait pris 200 000 fans. Enfin tu vois, il se passait un truc. Et en 2018, je pense. Janvier 2018. Ouais, janvier 2018. Là, j'ai Facebook qui m'appelle. Il me dit ouais, ça va secouer un peu en janvier. Prépare-toi parce qu'on commençait à mettre pas mal d'argent sur Facebook pour amplifier nos vidéos. Donc, on était devenu un bon client pour eux. Il me dit ça va secouer un peu. J'ai dit changement d'algo qui arrive et tout. Et j'ai dit mais moi, il me dit mais non, mais toi, t'es pas impacté en fait parce qu'on va juste on va arrêter d'envoyer du trafic au site. Et là, janvier, donc l'algo sort. Tous les médias, le trafic s'effondre. Et là où je me suis rendu compte, donc évidemment les médias ils commençaient à gueuler, Libé, machin, Facebook, c'est quoi ce délire et tout. Et dans ma tête j'étais là, mais c'est gratuit en fait. Facebook vous doit rien du tout. Vous utilisez Facebook comme source de trafic. Et là je me suis rendu compte, si tu joues pas les règles du jeu, t'es mort. Quand la vidéo verticale est arrivée en 2019, on est devenu Vertical Station et c'était le même truc. Facebook il nous disait, les gars, on veut du stories, on veut des verticales. Et donc on s'est dit, bah vas-y, on va faire que du vertical. Et les autres médias, ou même les producteurs vidéo que j'avais à l'époque, ils font mais non, mais le standard c'est le 16/9, c'est horrible, ensuite on va devoir recouper. J'ai dit bah non, on va pas recouper, en fait on va filmer en vertical et ça va être plus simple quoi. C'est drôle que tu parles de 2018 parce que je suis retrouvé en préparant cette interview à ce qu'a dit Mark Zuckerberg le 11 janvier 2018. C'est quand il annonce le changement d'algorithme. On l'a vu passer, nous on l'a senti. Tous les médias l'ont senti de toute façon. Garde bien en tête la consommation qu'on a aujourd'hui des réseaux sociaux et écoute ce qu'il a dit. Nous sentons que nous avons une responsabilité de nous assurer que nos services ne sont pas seulement amusants à utiliser, mais aussi bons pour le bien-être des gens. Facebook veut passer de la consommation de contenu passive à ce qu'ils ont appelé les meaningful social interactions. C'est ce qu'on n'a jamais compris, les longs commentaires meaningful. Et ils justifiaient ça très sérieusement. Les recherches montrent que lorsque nous utilisons les médias sociaux pour nous connecter avec les personnes qui nous sont chères, cela peut être bénéfique pour notre bien-être. Nous nous sentons plus connectés et moins seuls. Et après, j'ai pas la suite. Le but, c'était moins de vidéos virales, plus de discussions avec la famille. Et celui qui gérait le feed Facebook, c'est l'actuel patron d'Instagram, Adam Mosseri. Et il dit « Les publications qui suscitent des discussions entre amis seront plus hautes dans le fil. Cependant, cela signifie que le contenu public, comme les vidéos et les posts de marques ou de médias, seront moins présentes. » Et Zuckerberg termine « En faisant ces changements, je m'attends à ce que le temps que les gens passent sur Facebook et certaines mesures d'engagement diminuent. » Donc en gros, il dit « On veut plus de contenu passif, on veut de la discussion et que tout le monde s'aime. » Mais et de la qualité plus que du volume. Et de la qualité plus que du volume. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus littéralement l'inverse. Mais je pense qu'à l'époque, il a surtout vu qu'il avait un pouvoir incroyable sur tout cet écosystème des médias. Enfin, nous, à l'époque, on avait déjà une grosse partie du trafic qui venait de Facebook. Et en 2018, je ne sais pas quelle était la part de trafic qui venait de Facebook, mais c'était colossal. Tu mettais des liens sur ta page Facebook, tu générais 10 000 clics, 20 000 clics. Ils se sont dit, bon, on monétise pas ça. Comme on va monétiser, c'est très simple. On va juste couper ça et on va dire, si tu veux faire des clics, maintenant, il faut que tu payes en ads pour aller chercher du clic, quoi. Je pense que c'était assez... Mais ça c'était assez costaud ce mouvement, j'en suis. Le 2018, j'ai regardé, là on en parlait avec Sébastien Dugorafi, mais ça a tué des Funny or Die, ça a fait beaucoup de mal au BuzzFeed, ça a fait beaucoup de mal à plein de sites américains qu'on suivait. Il y avait un autre site de Buzz qui avait aussi disparu en 2018, putain, je me souviens plus de son nom, putain. On devait le racheter. C'était pas en France, français, un Français qui avait des millions de fans du jour au lendemain. C'était pas Démotivate ? Non, pas Démotivate. Et on lui avait fait une offre, je me souviens plus de son nom, putain. On lui a fait une offre, je crois, 1 million de mémoire. Et il allait pour l'accepter, mais là, il commence à cartonner et il me dit non, c'est mort et tout. En fait, il m'a limite dit, en fait, on va être ton gros compétiteur. Et je crois que c'était en janvier. Et je crois que 2 semaines après, l'algo sort, il perd 90% de trafic du jour au lendemain. Il me rappelle, il fait ouais, ton offre, elle tient tout seul. Je dis bah là, plus trop en fait. Hein. et après, il est mort. Je me dis, putain, comment il s'appelait ce truc ? Un mec de Clermont-Ferrand, quelque chose comme ça. Ouais, je viens d'avoir un flash. Waouh. Mais le truc de cette réflexion de d'abord tu kills le site dont tu acceptes de jouer le jeu de Facebook du jour au lendemain,
Ensuite, donc ça c'est en 2016. En 2018, tu vois cette grande mise à jour d'algorithme qui a vraiment secoué le paysage. Vraiment, plus on en parle maintenant avec les différentes personnes qu'on a eues, plus on se rend compte que c'est vraiment un événement zéro. Enfin, c'est un canon event de l'histoire des médias sociaux. C'est vraiment, et c'est fou à quel point tout le monde a senti l'onde de choc différemment. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu t'es pas dit, parce que je dis ça aussi parce que je sais que tu fais Vertical Station derrière, est-ce que tu t'es pas dit, en fait, je suis SEO, j'ai ma boîte, j'ai mon service, mais en fait, je suis exécutant de Facebook. Je suis vraiment. Je suis pas CEO. C'est pas une question d'exécutant. C'est comme demain, les e-commerçants, ils te font. Je suis à la merci de Google. Enfin, si tu fais pas de SEO en tant qu'e-commerce, peut-être ça a changé maintenant avec les différentes innovations technologiques, mais il y a 10 ans, t'es un e-commerce, t'as un département SEO et ta vie dépend de Google. Mais t'as pas l'impression du coup d'être locataire de ton projet? Je me souviens pas de Google Panda, Google je sais plus quoi, Pingouin, là, tous ces trucs qui sortaient. Ils sortaient des trucs pour faire je sais pas quoi et tous les sites tremblaient. Ils se disent, il y a un nouveau truc qui arrive, on sait pas. C'est les PageRank, quoi. Ouais, ils descendent les PageRank, donc en fait, tu prends 20% de trafic en moins, 20% de chiffre d'affaires en moins. Ouais, non, il y a des gros trucs qui sont comme ça. Mais je pense que nous, on s'est pas dit on est l'exécutant de Facebook, on s'est dit on joue chez Facebook. Et donc en fait, t'enlèves tes chaussures, tu t'assois à la table et tu mets tes mains et tu mets pas tes coudes sur la table, quoi. Enfin, je veux dire, mais tu vois, quand je racontais ça aux gens, les gens ils me disaient ouais, mais on va pas se laisser faire par Facebook, ces Américains, d'où on doit suivre leur règle. Mais t'es chez eux en fait. Je veux dire, en plus c'est pas un service payant, c'est pas comme si tu disais je te donne 10 000 € pour faire ce que je veux, c'est gratuit. Donc forcément, t'as pas le choix, tu vois. Et je trouve que dans tous les écosystèmes, c'est la même chose. Demain, tu montes un e-commerce sur Amazon, je pense que tu joues les règles du jeu d'Amazon. Et tu vas pas aller contre Amazon, tu vois. Et je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, demain, si vous jouez, je sais pas, vous faites du Lovable, vous faites des trucs avec des wrappers, ChatGPT, machin, il y a une mise à jour qui se fait, accroche-toi. Hein. Là, on fait un deal, on essaie de faire un deal avec un partenaire, je ne les citerai pas, c'est une API, et il nous dit oui, à tout moment, on peut modifier notre API. Je dis, les gars, non, en fait. Et on a une discussion, mais je dis, je peux pas travailler avec vous parce que si demain tu modifies, et tu vois, et c'est là où je me dis, je peux pas jouer la règle du jeu. Parce que je vais construire un truc en top de leur API, et si demain ils changent leur API, mon idée d'avancer, elle est cramée. Donc ça, c'est un risque. Mais si demain, je dis, vas-y, c'est pas grave, ok, mais juste accepte que si demain le mec il me décide de faire payer, je serai obligé de payer, par exemple. Et donc, toi, dans tes projets, comment est-ce que tu incorpores ça? Comment est-ce que tu te dis, en passant tout vidéo et en voyant les changements d'algo en 2018, etc., en disant, OK, il y a un monde où il y a un risque, il y a un monde que du jour au lendemain, tout s'arrête. Parce qu'en fait, ça, si tu joues chez Facebook... Non, moi je pense que tout s'arrête pas. En fait, autre exemple, aujourd'hui, on est quand même très drivé par la performance marketing. On fait beaucoup d'ads chez Timeleft. On a, je sais pas, notre budget ads, c'est peut-être 10 millions par an, tu vois. Donc, on a une grosse partie de notre trafic qui vient des ads. Il y a des changements d'algo des fois, tu sais pas pourquoi, et donc tu trembles un peu. Mais c'est quand même un écosystème, c'est-à-dire que Facebook peut pas du jour au lendemain tout nous couper. Je veux dire, on est des gros pourvoyeurs de chiffre d'affaires pour eux. Donc oui, ils font des trucs dans leur algo qui est une black box, donc tu sais pas. Mais ton rôle, toi, en tant que marketeur, c'est de t'adapter pour recomprendre ce qu'eux, ils veulent. Et il faut que ça soit aligné. C'est-à-dire que si tu fais des ads de merde, elles vont pas performer. Et ils sont contents que ça performe pas parce qu'ils ont pas envie que les utilisateurs voient des ads de merde. Donc en fait, comment tu fais des bonnes ads, mais en même temps, tu veux être efficient, donc tu veux trouver des hacks, il faut que ça marche. Mais à la fin du fin... ça change en permanence. Donc en fait, la question, c'est pas c'est ta capacité de résiliente. Je suis du franglais, mais c'est ta capacité de. Ça sera clippé. Ouais, ça sera clippé. Ouais, ma boîte est en anglais maintenant, mais resiliency. Je suis désolé, j'ai pas le mot. Résilience. Résilience. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Allez, clip. Non, en vrai, c'est super intéressant, mais est-ce que vraiment se pose la question aussi de où est-ce que tu trouves la frontière quand tu es un média entre le jeu de l'algo qui du coup va avoir un impact sur ton éditorial parfois. Oui, tu le dis à des moments, dans une interview aussi, tu dis à un moment ça avait plus de sens parce que je devais faire des vidéos de plus d'1 minute, donc on poussait les vidéos pour avoir de la pub sur Facebook. Ça, c'est l'adbreak. Ouais, et donc tu dis, mais quel est le sens de devoir faire des vidéos plus longues juste pour débloquer de la pub? Nous, à Topito, je me rappelle, on mettait 2 vidéos à la suite parfois. Mais, et des fois un écran de fin. Tu connais ce truc de tu donnes, je sais plus, ils ont fait des tests, tu donnes du sucre ou de la coke à des souris, je sais pas quoi, ils deviennent complètement addictifs. Il y a des expériences, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vois souvent des influenceurs ou des gens sur Instagram, je vois une vidéo, elle buzz. Je sais pas si tu as remarqué ça, tu cliques sur la personne, toutes les vidéos qui vont suivre sont plus ou moins sur le même format. Parce que le mec, il se dit, tu vois, j'ai trouvé une martingale, et donc il commence à faire des vues, comme il fait des vues, il a des abonnés, le mec, il doit se projeter, il se dit, en fait, si ça marche, tu vois, j'y vais à fond. Quand nous, on a eu l'adbreak sur Facebook en 2019, donc pareil, là, on a l'adbreak qui débarque en France, donc Facebook me dit, ouais, on va commencer à monétiser les vidéos. Et c'était sur la fin de l'earn-out avec TF1, d'ailleurs, je pense que ça a dû jouer. Et je dis, c'est quoi? Il me dit, on va mettre des pubs. Je dis, t'es relou, on va pas mettre des pubs. Il fait, non, c'est que si les vidéos, elles font plus d'1 minute. Et
tu vas être rémunéré uniquement si... Non, c'est 3 minutes la vidéo, et la pub, elle va être à 1 minute, et uniquement si les gens regardent la pub et vont après la pub. Mais en fait, la folie du truc, c'est je dis, ok, on fait 200 millions de vidéos vues par mois, il me fait combien de vidéos de 3 minutes? Je fais, pas beaucoup. Et donc déjà, tu dis, ok, il y a des vidéos qui font 2 minutes 45, bon, tu fais quoi? Tu rajoutes 15 secondes pour que ça fasse 3 minutes. Et après, tu commences à te rendre compte, donc au début, ça faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000, et puis à un moment, ça faisait 100 000 euros par mois. Et là, tu dis, mais attends, si le hook de ta vidéo, au lieu d'être à 30 secondes, tu le déplaces, tu fais durer l'histoire pour que le hook qui vienne après la pub. Et le mec, il attend, il regarde la pub, et donc tu commences. On avait une équipe ad break à la fin qui faisait que des vidéos optimisées pour ça. Et ce qui est dommage, c'est que en fait, on a tué le produit, je pense, parce qu'à la fin, des fois, il n'y a pas de sens à ce que je te fasse attendre 1 minute pour te montrer la vidéo, tu vois. Il n'y a pas de sens que la vidéo fasse 3 minutes, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Je pense que, juste sur cet éditorial, la façon dont les plateformes définissent l'éditorial, est-ce que tu as eu d'autres exemples que tu as croisés? Là, l'Adbreak, c'est un très bon exemple de comment les plateformes et leur logique, est-ce qu'ils mettent en place, influent directement, agissent directement sur la nature même des contenus, sur l'écriture, sur la composition. T'as eu ça ailleurs? Moi, je pense qu'il y a énormément de médias qui se sont fait des harakiri, qui se sont tués. Je sais pas, la dernière fois, je suis peut-être j'ai pas envie de citer de nom, mais t'arrives sur le média, j'ai pris un screenshot la dernière fois, je savais pas où était le contenu. Il y avait une ad, un truc qui clique, il y avait un pré-roll en dessous, il y avait un pop-up. J'étais, mais il est où le contenu en fait? Et je pense que c'est le problème. Ils se sont dit, en fait, comme on n'arrive pas à bien monétiser, on va surmonétiser pour essayer de keep up notre chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, tu tues ton média. Et j'ai plein d'exemples de médias récemment. Et d'ailleurs, ils sont en train de tous mourir parce que tu n'as plus envie du tout de cliquer dessus, quoi. Après, la question, on en revient à qui tu vends ton âme, en fait. Si demain, 90% de ton trafic est dédié à Facebook, tu vas devoir jouer les règles du jeu. Mais après, tu n'es pas obligé de faire du putaclic non plus. Nous, on en a fait beaucoup et ça marche. Mais tu vois, il faut savoir jouer avec le putaclic, quoi, tu vois. Juste la parenthèse TF1. En 2016, TF1 t'approche, on va dire. Qu'est-ce qu'ils veulent de Minute Buzz? C'est 2016, nouveau PDG à la tête de TF1 qui arrive en disant le digital c'est le futur, il faut qu'on se digitalise à fond. Ils n'ont pas grand chose à l'époque. Nous, on vient de fermer notre site, on fait un ramdam de ouf dans les réseaux. On commence à se rencontrer. Et là, ils nous disent ouais, il y a des possibilités, peut-être on cherche à faire des rachats. Moi, j'ai TF1, jamais la life. Jamais la life. Teasing. Et c'est un deuxième. Non, et là, mon associé de l'époque a été super smart. Elle a dit écoute, la télé, c'est ringard. À la limite, on veut bien passer du temps avec vous. Donc, on a fait 15 meetings avec les 15 top dirigeants de TF1 et on leur a rendu une étude, un point de vue sur leur niveau de digitalité de l'époque. Et c'est véridique. On allait au Codir faire la présentation. Donc, il y a le PDG Pélisson qui était là. Et à un moment, je dis voilà, c'est bien. Nous, on fait, je sais plus, beaucoup de vidéos vues. Et là, le mec, il dit oui, nous, on fait 2 milliards de vidéos vues sur notre player et tout. Je dis 2 milliards, c'est cool, nous, on en fait 4. Et là, et donc à la fin, on a commencé à rentrer dans la discussion de rachat. Ça a été des belles promesses sur plein de niveaux. Parce que. On va en parler. Non, mais on en parle. Après, tu l'as dit dans d'autres interviews, mais moi, c'est plus qu'est-ce qui se passe mal, au final? Où est-ce que la rencontre ne se fait pas? Un désalignement des intérêts. Au début, on est la petite pépite, donc on est dans l'amphithéâtre, on est présenté comme les jeunes rockstars, on est le média innovant 100% digital, etc. Je me rappelle la photo avec les chaussures rouges. Les chaussures rouges, voilà, on s'en souvient tous. Et là, ils partent dans une frénésie d'achat, donc ils ont acheté Marmiton au féminin, plein de trucs, ils ont dépensé je sais plus combien de millions pour créer Unify à l'époque, le groupe digital, qui a été un énorme fiasco. Et au début, toi, t'es la petite pépite, tout le monde t'es le premier enfant de la famille, puis en fait, il faut une plein de séries d'enfants, donc t'es plus le petit protégé. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus gros que toi, comme au féminin, donc t'es dépriorisé. Et à la fin, quand le groupe, je pense, va mal, nous, c'est la fin de notre run-out, où on doit avoir notre deuxième partie de notre chèque. Et je pense que là, ils en se sont dit, en fait, c'est pas le bon moment pour vous, les gars, et donc c'est mieux qu'on vous fasse dégager, et voilà, quoi. Et qu'est-ce que je voulais... Mais qui est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Non, mais je vais dire... virer de ma propre boîte. ça doit être un plaisir, parce que tu te fais virer d'une manière très violente à l'américaine, genre... Tes mails en 5 jours. Tu prends ton carton et tu... Mardi, on est convoqué. Nous, on pensait qu'on allait être félicités parce qu'on faisait des putains de chiffres. Et en fait, non. Et je m'en souviens, on est allé chez Au Féminin et on était avec mon associé et il y avait 2 feuilles comme ça sur le bureau et il a fait est-ce que vous pouvez lire ça s'il vous plaît? On prend la feuille et conseil d'administration dans 5 jours, hors du jour, vous dégagez. Waouh! Attends,
Juste redis-moi exactement pourquoi, parce que tu parles des alignements des intérêts, mais c'était quoi? On n'a une pas la question de vraie régime du fond du truc. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas nous dégager, ils l'ont fait, on s'est battu, il y a eu des deals qui ont été faits à la fin. Mais bon, je pense que c'était juste un mauvais timing. C'est-à-dire que quand le groupe va mal et qu'il est en train de perdre beaucoup d'argent, Ils cherchent des fusibles. t'as 2 petits fondateurs qui sont là pour aller récolter leur chèque. Je pense que c'est pas le bon moment, tu vois. Et je pense que la personne qui nous a viré, d'ailleurs, j'ai voulu déjeuner avec lui, on devait se voir, on l'a pas pu, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment sa décision. Je pense que t'as un board, il y a un minute buzz, c'est quoi ce truc-là, c'est quoi, dégage-les, fin de l'histoire, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et c'est la force d'un groupe, quoi. C'est que nous, quand on a les avocats, ils nous ont dit, ah, les gars, ça va être chaud, tu vois. Et là, je reviens au toi, Daily Maxer, c'est que tu dis, à ce moment-là, je n'existe plus sans mon entreprise, je reçois plus de mails, plus de messages, plus rien, comme une mort sociale. Donc ce moment-là, pour toi qui était quand même vu comme la rockstar des réseaux, tu vois, genre le mec un peu cool qui fait des grosses annonces et tout, du jour au lendemain, tout s'arrête. Ouais, tout s'arrête et Quand tu quelques petits mois de dépression. Ouais. Dur, parce que, c'est quand même très soudain, on parle de 5 jours. Du jour au lendemain, et c'est violent, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils coupent l'email, ils prennent la carte bleue, le scooter, l'ordinateur, enfin, c'est pas tu fais 3 mois de transition, tu vois, t'as pas 3 mois de préavis, quoi. On n'était pas salarié, on était mandataire légal, donc techniquement, il faut nous virer du jour au lendemain, et donc on est viré du jour au lendemain. Donc, premier truc, tu rentres quand même dans une phase de haine, et tu vois, t'as envie de te battre quand même, donc on a pris des avocats, il y a eu des actions qui ont été menées, etc. Et après, t'as un vide monstrueux. C'est tu passes t'es à fond tout le temps, 80 heures par semaine, t'as des meetings tout le temps, ta vie elle est millimétrée et tout, et d'un coup, pouf. Et moi, on m'a jamais appris à me relaxer, on m'a jamais appris à rien faire. Et donc, en plus, tu rencontres des gens et t'as envie de les frapper. Mais profite, mec, c'est bien, kiffe la life, t'as gagné un peu d'argent, vas-y, t'es célibataire, va en vacances. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre en vacances? Moi, je sais pas aller en vacances. Et t'es quand même aussi, on est quand même, la première question que les gens te posent, c'est tu fais quoi dans la vie, tu vois? C'est une vraie question quand même. Bah là, en ce moment, rien. Ok, cool. allez, salut. Et non, et après, donc, tu te fais attraper par tous les mecs des médias qui sont tous venus me voir. Allez, vas-y, viens bosser chez nous, viens, on monte un truc ensemble. Et tu dis, je sais pas si c'est une bonne idée. Et voilà, il s'est passé 3 mois. Et après, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai eu cette idée de faire cette bucket list qui m'a ouvert les yeux sur autre chose. Et je suis parti vivre ma vie, tu vois. Et là, tu t'es pas dit, je vais relancer un média? Si, ouais, plusieurs fois. Mais non, à la fin, non. Et d'ailleurs, je pense que je relancerai pas de médias jamais. C'est la question que j'allais te poser. Si tu devais relancer un Minute Buzz aujourd'hui, alors qui était un média qui reposait beaucoup sur la curation au début, mais bon, maintenant il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte, le droit, c'est très différent. Comment tu ferais aujourd'hui si tu devais recréer un média un peu comme Minute Buzz? Non, mais même juste aujourd'hui, les marques sont quand même des médias. Tu dois faire des contenus sur tes réseaux pour faire la promotion, tu vois, ça reste. Je pense qu'aujourd'hui, on vit l'époque des one-person médias. Je pense que si demain je voulais refaire un média, je pense que je ferais un média sur ma personne. Appelle-le Dailymax, franchement. Appelle-le Dailymax, c'est important, je récupère le truc. Non, je pense que je ferais de l'influence plus que du média. En fait, je ferais un média basé sur moi, c'est-à-dire que ce serait des vidéos de moi avec peut-être une newsletter, je ferais des podcasts, mais je le ferais autour de moi. Je pense qu'il n'y a plus trop de sens d'essayer de faire un média comme on le faisait à l'époque. Maintenant, la création de contenu, elle est partout. Maintenant, avec les trucs en AI, enfin, je veux dire, tout est fait à la va-vite, tu vois. Donc, je pense que je serais plutôt sur un média sur l'authenticité, et donc ça reposerait, je pense, sur moi avant tout. Entre 2009 et aujourd'hui, c'est quoi les leçons que tu retiens des réseaux sociaux? Et l'évolution, les évolutions des réseaux, comment tu les as observées? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Je trouve que les réseaux, ils font... Enfin, si on parle de Instagram et Facebook, c'est gravissime quand même, enfin, de l'impact sur les gens. Nous, on essaie de combattre un peu la solitude, mais tu parles avec les restaurateurs, ils disent, les gens, ils se parlent plus au restaurant, ils sont sur leur phone. Je sais pas si tu vois dans les salles d'attente, partout. Enfin, des fois, on regarde des épisodes de Black Mirror. Là, j'ai regardé un film il y a pas longtemps où je sais plus comment ça s'appelle, Don't Die, Be Funny, et ils montrent des gens qui sont comme ça. Avant, tu trouvais ça lunaire il y a 10 ans. Et là, quand tu vois la vidéo et tu vas dans la vraie vie, tu te dis, on n'est pas très très loin de ça, quoi. Et je trouve que c'est dommage et qu'on est vraiment derrière nos écrans en permanence. Moi, le pire, je trouve, c'est quand même Instagram qui te projette une vie qui n'est pas la vraie vie, tu vois. Là, je le vois maintenant sur LinkedIn, tu as des photos de profil qui sont AI optimisées, tu vois. J'ai des rendez-vous, je me dis, mais attends, mais... C'est pas toi. C'est pas toi, quoi. Et en fait, je trouve ça bluffant parce qu'en fait, tu te dis, là c'était une nana, elle a changé la photo et tu la vois en vrai, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois? C'est comme les gens qui mentent sur les apps de dating à la fin du fin.
On sait quoi, tu vois. On voit que t'as pas 44 ans, que t'as pas 30 ans et que t'en as 45. On sait que tu fais pas 1m80 et tu vois ce que je veux dire. Et je trouve on est rentré dans ce monde où en fait tu vis en ligne plus que dans la vraie vie. Et je trouve que c'est ça, je trouve, le pire. Après, ça a créé plein de bonnes choses, fair enough, mais ouais. Mais là, tu dis, tu vois, Instagram, Facebook font du mal à l'humanité, on va dire, pour être très large. Mais là, tu me dis, je veux créer un réseau social avec TimeLeft. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire de mieux qu'ils n'ont pas fait? Le truc qui va être le plus dur pour moi en tant que CEO de TimeLeft, ça va être de garder le cap sur ce qui est aujourd'hui notre North Star, c'est l'attendance, c'est-à-dire le nombre de gens qui se rencontrent in real life. Pour l'instant, c'est le chiffre qu'on mesure. Chaque mois, il y a à peu près 5 000 personnes qui, dans le mois, se font une rencontre in real life. Donc ça, c'est notre target. Et il va falloir que je garde le cap, parce que dès qu'on va devenir un réseau social, tu vas commencer à parler en termes de daily active users, tu vas essayer de voir s'il n'y a pas des autres façons de monétiser, peut-être en fait s'ils passent du temps dans l'app, peut-être qu'ils vont continuer à payer, donc s'ils passent du temps dans l'app, c'est cool. Et je pense que la vraie difficulté de mon rôle, ça va être de dire, les gars, tout ce qu'on va faire là, il faut qu'à la fin du fin, ça augmente le nombre de fois que les gens se rencontrent en ligne. Si on commence à avoir des idées de business model qui font sens 100% digital, c'est là où tu peux être happé. Tu vois, à dire, en fait, imagine, tu sors un vidéo de chat et d'un coup, en fait, au lieu de faire des dîners, on fait des vidéos de chat à 6, tu vois, et ça cartonne. Bon, tu vois, est-ce qu'on dévie de la vision de combattre la solitude ou est-ce qu'on renforce la solitude? Et c'est ça, là, je pense que ça va être le vrai challenge. L'idée, là, aujourd'hui, c'est de dire que quand tu ouvres TimeLeft, c'est quelque chose de très fonctionnel. C'est une app, tu vois des choses à faire, donc du mardi au samedi, tu as envie de faire un run demain avec des inconnus, tu cliques sur run, je te donne une adresse, tu fais un run. Fin d'histoire. Demain, ce sera plutôt l'idée de se dire, tu ouvres l'app et tu vois ce que font les gens que tu connais déjà. Mais c'est pas tu vois dans des selfies ou des trucs, c'est tu vois ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, tu vois, Benoît, il va faire un run avec Patrick mardi. Il y a Julie, je connais depuis, j'ai fait un dîner avec elle il y a 4 semaines, je savais même pas qu'elle était en ville. Apparemment, elle fait un dîner, elle a booké mercredi. Vas-y, je vais rejoindre. L'idée, c'est de montrer la vie sociale de tes amis, mais dans une optique que tu participes aussi à cette vie sociale, tu vois. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas vocation à faire un feed, on n'a pas vocation à... Tu pourras pas te connecter aux gens que tu connais pas, tu pourras pas envoyer des requêtes à des gens que tu connais pas, tu pourras pas swiper des gens, tous ces trucs-là, tu vois. Mais quand je dis réseau social, c'est parce que ça sera une sorte de communauté, quoi. Pour moi, la définition d'un réseau social, c'est un réseau de gens et tu vois ce qu'ils font et tu peux interagir avec eux. C'est pour moi la définition. Mark Zuckerberg, l'année dernière, il a fait une interview chez 2 podcasteurs américains et il dit, je veux revenir au Facebook original, la base. Mais tu vois bien que même pour Facebook, c'est compliqué, tu vois. Comment tu vas pas tomber dans ça J'ai embauché beaucoup de gens récemment de chez Bumble, qui est une app. Les apps de dating sont en train de tous mourir les unes après les autres, et ils ont créé des gens des gens brillants. J'ai la moitié de ma leadership team qui vient de chez Bumble, et c'est des gens brillants. Et à un moment, elle me disait, ouais, chez Bumble, on avait essayé aussi de faire l'amitié. Tu sais, ils ont fait BFF, etc. Et je dis, et la nana, la CEO, elle en parle tout le temps. Elle fait, mais pourquoi ça n'a pas marché? Elle me fait, le problème de ça, c'est quand tu fais 1 milliard de chiffre d'affaires sur du dating et que tu as le petit projet là, d'amitié là, qui fait 10 millions par an et qui casse les couilles de tout le monde, en fait, tu n'as pas assez d'inertie, tu n'as pas assez d'inertie pour motiver les troupes à aller sur ça. Et donc, je pense que le problème des gens qui sont déjà trop loin dans une catégorie ou trop haut, c'est très compliqué pour eux de pivoter. Et genre, Facebook, c'est un énorme paquebot. Tu ne vas pas changer ce que c'est aujourd'hui, c'est trop compliqué. Alors que nous, à l'inverse, on a tout le champ des possibles parce que nous, on fait que grandir. Et donc, encore, tu vois, je peux naviguer encore très bien où je veux finir. Alors qu'un Facebook ou un Bumble, elle veut se repositionner sur l'amitié, ou Tinder, qui vient de lancer Tinder in real life pour se remettre sur les rencontres in real life. Ça va être très, très compliqué, moi, je pense, pour eux. Et pourquoi TimeLeft, c'est pas du dating? Pourquoi t'es pas parti là-dedans? Super question. TimeLeft, ça a pivoté 5 fois, et le pivot numéro 4, donc celui avant celui-ci, on s'est rendu compte d'une chose, c'était tu choisis quelqu'un que tu connais pas dans la ville et tu choisis une activité qu'on a mis à disposition dans l'app et tu proposes à quelqu'un que tu connais pas de faire une activité. Et là, on s'est rendu compte, dès que tu mets 2 personnes ensemble, forcément le mec il va essayer de draguer la meuf, quelle que soit l'expérience, tu vois. Et on s'est dit, il y a quand même plein d'apps de dating, tout le monde déteste les apps de dating, dating fatigue, faut pas qu'on soit une app de dating, faut qu'on soit quelque chose d'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive avec cette idée de faire des groupes. Donc, c'est des groupes de 6. Donc, on a 80% de célibataires. Tout le monde essaie de séduire tout le monde. Je veux dire, c'est la nature humaine. Mais c'est un groupe de 6. Donc, déjà, c'est moins, c'est moins direct, quoi. Et on s'est battu pour ne pas être une app de dating. Et on a reçu des faire-part de mariage. Je pense qu'à un moment, on va avoir notre premier bébé. On a plein de couples qui se font.
Mais on est une sorte de plutôt là pour faire une app de rencontre au sens large du terme et pas être catalogué sur une app de dating. Ce qui fait qu'on a 20% de gens mariés et des gens qui sont en couple. Tu as des gens qui viennent non pas pour séduire des meufs, mais pour faire des rencontres. On a des dîners entre femmes qui cartonnent. Et je trouve que ça a été un bon move de se dire qu'on est large. Alors que l'inverse, justement, Bumble qui s'est dit nous on est que du dating et maintenant ils n'arrivent pas à sortir du dating parce que le dating c'est quand même très stigmatisant, c'est un truc fort, tu vois, c'est Très engagé, très marqué. Très engagé, très marqué. Juste quand il y a ce genre de système de rencontre entre inconnus, là on parle de très jolis cas avec des faire-part de mariage, etc. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des choses plus graves qui se passent. Est-ce que ça a déjà été reporté? Est-ce qu'il y a déjà eu des moments qui se sont mal passés qu'on vous a reportés? Quelle est la responsabilité de TimeLeft dans ces cas-là quand on vous dit alors c'était super, par contre il y a eu une agression pendant un dîner et comment vous positionnez là-dessus? Comment vous structurez le cheminement du soutien? Comment vous recueillez ça? Quelles sont les suites dans ces cas-là? On a une vraie responsabilité et d'ailleurs on a eu la chance de lever des fonds aux US et les US c'est notre plus gros marché et eux pour le coup ils sont beaucoup plus en avance que nous sur un terme que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Trust and Safety. Il y a des départements dans les apps de dating qui s'appellent Trust and Safety, donc ils sont des vrais départements qui sont dédiés à ça, préventif, réactif. Ça va faire des relations avec les law enforcement dans les différentes villes, de faire des partenariats avec des associations. C'est un vrai truc. Et donc, on va aux US et il me dit c'est quoi ton département? Trust and Safety. Je dis, Trust and quoi? Trust? Confiance de qui? Non, mais moi je suis safe, il n'y a pas de problème. Il me dit non, mais toi c'est bon. Mais en fait, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit c'est pas est-ce que quelque chose va arriver, c'est quand ça va arriver. Et donc, je dis tu fais une app où tu mets des gens dans la vraie vie, il va se passer un truc, c'est obligé. Peut-être pas au début, mais à un moment donné. Et là, on a assis plus d'1 million de personnes en 2 ans. Oui, on a eu des histoires. Après, la différence, c'est donc je dis OK, Trust and Safety. Donc, j'embauche un mec de Trust and Safety chez Bumble. Je me dis, on va aller chercher les meilleurs. Et donc, le mec arrive. Et au bout de quelques mois, il me dit, putain, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je dis, ah bon, mais il dit, ah non, mais chez Bumble, c'est genre, on a des 5 fois par jour. Scam, ça va de tout, tu vois. Et il m'a dit, et la force de TimeLeft, et j'avais pas conscience de ça, il me dit, la première chose, c'est que dans l'app, si tu payes pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de feed, tu peux pas envoyer de swipe, il n'y a pas de message, rien. Donc, déjà, il faut payer. Donc, déjà, ça limite un peu quand même. Puis c'est 20 €. Tu vois, voilà. Deuxième chose, une fois que tu as payé, il faut que tu bookes. Il faut que tu ailles dans un restaurant, qui est une place publique, dans un groupe de 6. Donc, tu vois, c'est pas une date, il y a déjà 6 personnes. Et là, tu peux faire ta merde ou ensuite, tu es connecté. Et donc, oui, il se passe des choses. Je crois que c'est 0,04% des incidents par rapport au nombre de bookings. Et on a une équipe qui est dédiée à ça, à être proactif. On a fait des partenariats avec des associations et on essaye d'aider au mieux dès qu'il se passe des choses. Mais il se passe des choses, ouais. C'est inévitable, je pense, malheureusement. Les 3 dernières questions. Tu lis dans C'est quand pensée, pardon. Je t'en prie. C'est quand la dernière fois qu'un influenceur t'a influencé? Ah, toi, tu dois être le pigeon qui doit acheter des trucs. Là, par exemple, Là, la machine là, qui est... Pocket, là, qui nous écoute. Oui, je me suis influencé par ça. Je suis tombé sur une ads de ce truc-là. Et un des outils que j'utilise le plus dans mon boulot, c'est Read.ai. C'est les AI Note Taker pour les meetings. Donc, tous mes meetings sont enregistrés. Et ça a changé ma façon de travailler. Et je me dis, ça, en fait, c'est quand même dingue, parce qu'en fait, tu peux aussi enregistrer toute ta vie. Et donc, je me suis allé, on essaye. Et donc, j'essaye depuis maintenant 2-3 semaines, et c'est pas mal pratique. Et donc, pour revenir à ta question de qu'est-ce qui m'a influencé pas mal, moi, je suis pas des influenceurs, tout court, mais je me fais influencer par les marques, pas mal, de t-shirts, de casquettes. J'ai des petits achats compulsifs de temps en temps. Mais sinon, qu'est-ce qui m'a influencé récemment c'est plutôt des livres. Alors, on a l'impression que je lis pas, mais je lis beaucoup. Et un mec qui m'a vraiment marqué il y a pas longtemps, c'est Robin Dunbar qui a créé un bouquin qui s'appelle Friends sur comment fonctionne l'amitié chez l'être humain. Peut-être vous l'avez déjà vu passer, c'est les cercles de l'amitié où en fait tu dois trouver ta partenaire. Après, tu peux avoir que 5 super potes, 15 très bons potes, 50 potes, et tu peux pas avoir plus de 150 relations en simultané. Et il explique ce truc-là. Il a 71 ans, il vit à Oxford, c'est un professeur des écoles, quoi. Et j'ai fait un vidéo call avec lui et on a parlé et c'était assez bluffant pour le coup. Donc c'est pas un classique influenceur, quoi. 71 ans, influenceur. C'est quoi le moment le plus inopportun durant lequel tu as scrollé la dernière fois? Je scrolle beaucoup quand je vais aux toilettes, qu'on se le dise. Donc je sais pas si c'est des moments inopportuns. Mais c'est une bonne question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que c'est classé comme inopportun? Moi je trouve que c'est vraiment l'endroit dédié pour ça et la lecture. Tu peux pas faire mieux. Oui. Et jouer à la console. Inopportun. Pendant un meeting peut-être. Pendant tu te parlais avec le. Non, meeting, pas trop, je t'avoue. Non, je pense que le vrai truc qui moi, des fois, me fait vraiment chier, c'est t'es avec ta femme et tu lèves les yeux et ça fait 20 minutes qu'on est à côté en train de scroller chacun de notre côté. Tu vois. Je trouve que c'est des moments qui, moi, me font un peu de la peine, je t'avoue. Donc, je sais pas si c'est inopportun, mais c'est
ça devrait pas. Enfin, t'as le droit de scroller de temps en temps, tu vois, mais il y a des moments où faut juste scroll pas, quoi, tu vois. Dans 24 heures, Internet disparaît. Comment est-ce que tu occupes ces dernières 24 heures? J'avais pas d'idée, mais j'étais en backstage, j'ai entendu un peu ce qu'a dit l'autre personne, donc j'ai biaisé, mais je pense qu'on a quand même toute notre vie en ligne et que je pense que le vrai premier réflexe, ça serait d'essayer de télécharger le maximum de souvenirs possible. Parce que demain, t'imagines, tu perds ton iPhone et t'as plus accès jamais à ton iPhone, t'as quand même une grosse partie de ta vie qui disparaît. Alors quand je dis disparaît, c'est tu vois. Ça disparaît. Moi, j'ai... C'est des souvenirs, quoi. Et Moi, des souvenirs. Et il y avait une émission de télé qui avait été sortie comme ça, où d'un coup, il y a tout le monde entier il n'y a plus d'électricité et qui était plongé dans le truc. Et un épisode, je me souviens, ils avaient récupéré un truc d'électricité et elle avait ouvert son téléphone. Et le premier truc qu'elle avait fait, c'était de regarder des photos de ses enfants. Parce qu'elle dit, au bout d'un moment, t'oublies, en fait. Et si t'as pas des choses visuelles pour te rappeler, bah, tu perds, à mon avis, des souvenirs importants. Et malheureusement, maintenant, tout est en ligne. C'est-à-dire que la dernière fois, je me souviens, j'avais pas accès à. Je sais plus, c'était quoi? Moi, j'avais pas accès à mon ordinateur et en fait, enfin Internet, pardon. Et si t'as pas Internet, t'as accès à rien. Avant, je sais pas, il y a 10 ans, t'avais des photos, t'avais des folders, t'avais des vidéos, des trucs. Et si t'as pas Internet, moi, je télécharge pas en plus des vidéos sur Netflix ou des trucs. Mais donc, t'as pas Internet, t'as plus rien. Tu vois, Éventuellement Paint pour s'amuser 5 minutes, mais quand même plus ouais, mais ouais, je sais même pas. Tu t'as Paint, non? Paint, ouais, si. Je crois pas, non. Je suis encore sur Mais Windows même, regarde, 10, demain, ouais. t'as Figma pour Internet. Enfin, tous les logiciels sont Ouais. tous connectés. Donc, tu perds Internet et t'as pas ton iPhone, bah ça y est, t'as plus de photos, t'as plus rien. Et la dernière question bonus? Ma dernière question, quand est-ce que tu reprends les Daily Max? Allez, un dernier. Un reboot, un remake. J'aimerais bien. Et tout le monde, t'as Malcolm qui est revenu récemment, t'as Scrubs qui fait une nouvelle saison 20 ans après. Est-ce que c'est En pas vrai, le moment? la question que je me pose, c'est Une mini-série. Une des leçons que j'ai du mal à apprendre, c'est que tu peux pas tout faire dans la vie, ou en tout cas tu peux faire tout mais pas au même moment, et tu peux pas tout faire dans une journée, et j'ai quand même un boulot très prenant, et la question que je me pose, c'est le temps versus impact. Ça va me prendre du temps si je le refais, ça va me prendre de l'énergie et du focus. Est-ce que ça va vraiment servir ma société? Je pense pas. En plus, on n'a pas besoin de notoriété en ce moment, tu vois. C'est pas comme si je me lançais. Demain, je me relance sur un projet. Je pense que je ferai un peu de building public et tous ces trucs-là. Mais si je le ferais, il faudrait que ça soit quelqu'un qui le fasse pour moi. C'est-à-dire que je veux pas, moi, me remettre à faire du montage et des trucs comme ça. Je pense que ça serait pas une bonne utilisation de mon temps, pour être honnête. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Salut.